suis pas un crado, je me suis hydraté avant de tourner cette vidéo, ok? Je suis pas un crado. Comment allez-vous? Nouvelle histoire. Parce que là, j'ai trouvé le inspecteur gadget allemand. Il a existé. Il s'appelait Arno Funk et il était surnommé par la presse allemande Picsou. Ce gars a inventé des trucs complètement dingues dans le but de faire de l'argent. Waouh, Lucas, tu vas parler d'un ingénieur? Tu vas parler d'un scientifique? Non, je vais parler d'un poseur de bombes. Voilà, ça vous va? Rassurez-vous, il avait une réputation extraordinaire. Alors ça restait un criminel, hein, mais il a jamais blessé personne, jamais tué personne. C'était un type qui était dans le full bluff et vous allez voir, ça a marché pendant des années. Il a complètement secoué l'Allemagne et surtout c'est touchant parce qu'à la base ce mec il rêvait d'être un artiste, il rêvait d'être dessinateur. Mais finalement ça a pas marché pour lui et donc il a cédé à l'appel du crime. Alors pourquoi il a fait sensation en Allemagne? Et ben parce qu'il avait un cerveau gigantesque. Les autorités elles ont tout donné pour l'arrêter, elles ont rassemblé des experts antiterroristes, des unités spéciales, même des astrologues, des voyants. Ils sont partis complètement en couille, mais pendant des années ils ont jamais réussi à l'arrêter. Il les a tous ridiculisés un par un et il a captivé l'attention du public allemand. Bref, vous allez voir, c'est très touchant comme histoire, il est bien zinzin, je pense que vous allez aimer. C'est parti. Arno naît donc dans les années 1950 en Allemagne de l'Ouest. Il vit à Berlin dans une famille ouvrière, mais écoutez, bonne nouvelle, pas d'enfance difficile de son côté, enfance tout à fait banale. Tout va pour le mieux, il mange à sa faim et très tôt il est passionné par la chimie. La chimie avec spécialisation pour les trucs qui font boum. Son kiff c'est donc d'acheter des kits de chimistes et de fabriquer des mini-roquettes dans son jardin. C'est littéralement l'enfance de Tony Stark ou d'un malade qui va faire péter la planète, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Arno, en grandissant, ses intérêts changent. La chimie, c'est sympa, mais rapidement, il se voue une passion pour le dessin. Ça fait moins de dégâts, c'est moins dangereux et surtout, c'est plus créatif. Il prend cette nouvelle vocation très au sérieux et il quitte l'école à 15 ans pour s'y consacrer à fond. Il passe même ses week-ends à dessiner des caricatures de politiciens ou de célébrités. D'après ses dires, à ce moment-là, il sait qu'il a un don pour le dessin, il a de l'humour, alors il tente sa chance. À 21 ans, il envoie ses caricatures à plusieurs journaux satiriques, même pas pour essayer d'avoir un job, juste pour avoir un feedback, avoir un retour sur comment il pourrait s'améliorer, est-ce que ce qu'il fait c'est bien. Et là, il apprend la température et elle est extrêmement froide puisqu'Arno ne reçoit aucune réponse. Voilà, énorme clean directement. Sa carrière de dessinateur ne décollera jamais, faut croire qu'il avait pas autant de talent qu'il pensait, et il se retrouve donc pendant sa vingtaine et même une partie de sa trentaine à enchaîner des boulots pas très passionnants, à savoir il commence par repeindre des maisons et il finit dans un garage à repeindre des caisses. Alors après lui, il voulait faire des caricatures, de l'art, il voulait pas faire des graffitis sur des caisses pour des clients fans de Need for Speed. Donc forcément, quand on lui fait une commande comme ça, il y met pas trop du sien, le Arno. Quoi qu'il en soit, il a maintenant un problème de taille, c'est que son métier en fait commence à lui niquer la santé. Et ouais, il respire des vapeurs de peinture toute la journée et ça commence à un peu lui niquer le cerveau quoi, il a des maux de crâne et tout. Donc il tente en parallèle de devenir photographe indépendant, mais une fois de plus ça prend pas. Voilà, Arno, je crois que les métiers artistiques c'est faut oublier. Mais lui, il est convaincu qu'il est fait pour ça. Et il rêve d'une seule chose, avoir de l'argent de côté pour pouvoir consacrer tout son temps à son art et progresser. Alors plutôt que de faire un crédit à la banque pour commencer à financer son projet, etc., il prend le shortcut, le crime. Vous vous souvenez des roquettes, de la chimie, de la poudre? Et ben Arno aussi. On est en 1988 et il transforme sa petite cuisine en atelier à fabriquer des bombes. Mais la question qu'on se pose c'est, Arno, comment comptes-tu gagner de l'argent en fabriquant des bombes? Et ben il a un plan qui est le suivant, extorquer toutes les plus grosses entreprises du pays. Et soit elle paye, auquel cas tout le monde rentre du bureau très content, soit elle paie pas, auquel cas le bureau n'existe plus, il part en fumée directement. Sa première cible c'est Kaufhaus des Westen. C'est globalement les galeries Lafayette de l'Allemagne de l'Ouest. Il va poser l'un de ses jouets explosifs dans l'un des magasins de Berlin, il laisse une lettre d'instruction et il rentre chez lui. Alors dans la lettre c'est très simple, il leur dit voilà, si vous me filez pas 500 000 balles, ça pète. En rentrant chez lui, Arno il se dit putain je suis un king, je suis le plus grand criminel qui ait jamais existé. Sauf que les flics trouvent pas la lettre. Et la bombe elle ne pète pas, son plan foire de A à Z. Gogo gadget au flop. Mais pour autant vous connaissez Arno, il a la hargne et il se décourage pas. Il se dit juste bah je vais y retourner et refaire la même chose. Il cache une bombe au fond d'une valise, il laisse la valise dans le magasin et en pleine nuit il la fait péter. Ce qui fait que toute la section sport du magasin part en fumée. Heureusement, ni mort ni blessé, c'est pour ça qu'il a fait péter le truc en pleine nuit et ça rassure beaucoup Arno, il avait quand même peur qu'il y ait un gardien qui soit là et qui soit pas au courant. Alors il a appris de ses erreurs et cette fois plutôt que de mettre la lettre d'instruction à côté de la bombe, il l'envoie après coup à la direction du magasin. Et cette lettre, elle est accompagnée d'un talkie-walkie. Dans la lettre, il explique à la direction qu'elle doit apporter l'argent dans un sac à bord d'un train en direction de la banlieue nord de Berlin, prévu pour 20h43 le 2 juin 1988. Alors pourquoi il y a un talkie-walkie? Et bien parce que lorsqu'il leur donnera le signal via ce talkie-walkie, la direction devra lancer le sac rempli d'argent par la fenêtre du train. C'est simple, efficace, ça permet que la police ne soit pas au courant en amont d'où est positionné Arno par rapport au train, etc. Malin. Le jour J, il est tellement stressé qu'il s'enfile une énorme bouteille de vodka. Du coup, au talkie-walkie, il est tellement bourré qu'il bégaye, personne comprend rien à ce qu'il dit. Mais écoutez, ça marche puisqu'un sac tombe de la fenêtre. Arno court jusqu'au voie antitubant, il récupère le sac, il retourne à son atelier, il l'ouvre et bingo, il y a bel et bien 500 000 balles. La direction du magasin avait la flemme de se refaire bomber un rayon et donc ils ont préféré lui donner l'argent pour qu'il se casse. Autant vous dire que Arno, qui avait jusque-là très peu d'argent, maintenant il est blindé. C'est vraiment un nouveau riche. Va-t-il épargner intelligemment pour vivre de son art le plus longtemps possible ? Non !
Arnaud! Hop, il prend hélico en avion direction la Corée du Sud et les Philippines. Il va en club tous les soirs, il fait des énormes soirées. Il se la kiffe tous les jours pendant des mois, il finit même par rencontrer sa future femme. Et il revient s'installer à Berlin avec elle. Alors attention, à Berlin, il loue un bel appartement haut de gamme et s'achète une petite Merco de luxe histoire de bien frimer. Là, on se dit, bien joué Arnaud, ça a marché. Maintenant, range-toi et vis une vie tranquille. Sauf qu'on le sait, les gens souvent qui font des dingueries pareilles, quand ça passe, ils arrivent plus à s'arrêter. Et Arnaud fait pas exception à la règle. Avec sa femme philippine, il rêve d'ouvrir un resto asiatique à Berlin. Mais pour ouvrir un resto, il faut de l'argent. Et devinez qui a claqué toute sa thune? Arnaud le zozo. Et que fait Arnaud quand il veut de l'argent? Il fabrique des bombes. Hop, c'est reparti pour le crime. Là, Arnaud, perso, il me fait bader, il fait vraiment des moves de méchant dans les films. C'est-à-dire que là, il loue une petite cabane au milieu d'une forêt qu'il va aménager en atelier digne de Snow. Outil dernier cri, pièces électroniques, vision nocturne russe. Il s'équipe comme jamais pour pouvoir bosser en toute sérénité. Il décide de passer à l'action le 13 juin 92, soit 4 ans après la première attaque. Il dépose une nouvelle bombe, cette fois dans un magasin Karstadt, un géant de la vente par correspondance. Et Arnaud, c'est un petit vicieux, il dépose pas la bombe au hasard, il la met dans la partie porcelaine du stock. Histoire que quand ça explose, ça pète vraiment absolument tout ce qu'il y a autour et que ça fasse une nouvelle fois des centaines de milliers d'euros de dégâts. Qui dit nouvelle explosion dit nouvelle lettre. Cette fois Arnaud s'enflamme, il demande directement 1 million d'euros. Après tout, pourquoi pas, il y a eu l'inflation entre temps, non, il a pas d'excuse. Pour savoir si la direction accepte le deal et donc de payer la rançon, il leur demande de dissimuler un message codé dans l'une des pubs qu'ils diffusent habituellement dans le journal local. S'ils acceptent le deal, ils doivent y marquer l'oncle Picsou salue ses neveux. Et ils le font. Alors Arnaud leur envoie une nouvelle lettre avec cette fois la marche à suivre. Ils doivent se rendre dans une forêt proche de Berlin. En arrivant sur place, les négociateurs trouvent un sac brodé avec le logo de la bande à Picsou attaché à un arbre. Et dans ce sac, les policiers retrouvent une espèce de mécanisme étrange. En réalité, c'est tout simplement un boîtier magnétique miniature. Dans ses instructions, Arnaud leur ordonne de remplir le sac d'argent et de l'attacher ensuite à ce dispositif. Ils devront ensuite coller le sac et l'engin à l'extérieur du dernier wagon d'un train. Ce train, c'est celui qui assure la liaison entre Rostock et Berlin et il est prévu le soir même. En gros, ce boîtier, il est relié à un émetteur qui permettra à Arnaud d'envoyer un signal en pressant un bouton. Dès qu'il le pressera, le boîtier se démagnétisera et fera tomber le sac rempli d'argent. Et ouais, il voulait pas refaire le truc du talkie-walkie parce qu'il sait qu'il s'expose à des risques, alors que là, ni vu ni connu. Et honnêtement, c'est super smart. Mais ce qu'il a pas prévu, c'est que les flics sont tellement en panique que pour éviter que le sac se casse la gueule, il l'accroche bien vénère au train avec plein de cordes. Voilà, pour être sûr qu'il tombe pas. Du coup, Arnaud tout fier appuie sur le bouton, mais il se passe rien. Le sac bouge pas. Pourtant, il est sur son invention. Croyez-moi, il a tabassé ce bouton. Il a cliqué très fort. Mais ça ne bouge pas. Les cordes empêchent le sac de tomber, même si il n'est maintenant plus relié au boîtier. Sans faire exprès, les flics ont fait capoter tout le plan de Arnaud. Sauf que les policiers, eux, ils ont faim. Ils veulent lui cuire le cul à Arnaud. Et du coup, comme Arnaud ne change pas son mode opératoire, il leur demande littéralement de refaire exactement la même chose, mais à une autre date. Et ben, il prépare une petite riposte. Dès qu'Arnaud appuiera sur son bouton là qui fait tomber le sac, le train lui actionnera son meilleur freinage d'urgence, même en plein milieu de la voie. Et c'est là qu'une dizaine de flics lourdement armés sortiront du train en courant vers Arnaud et en tirant dans le ciel pour l'effrayer, qui s'allonge par terre pour procéder à l'arrestation. On est dans un film d'action, on est dans un Mission Impossible, c'est magnifique ce qui se passe, c'est beau, mais ça foire complet. Arnaud appuie sur le bouton, le train freine, les portes s'ouvrent, les flics sortent en courant, tirent en l'air, sauf qu'Arnaud il a tellement peur à ce moment-là qu'il tape le sprint d'une vie. Vraiment, il est beaucoup trop rapide, les flics ce jour-là n'arriveront pas à le rattraper. C'est extraordinaire, mais ce qui est moins extraordinaire, c'est qu'en arrivant chez lui, il ouvre le sac et en fait il s'est fait duper, il n'y a pas d'argent dedans, il y a juste des feuilles de papier. Mais pour lui, pas de souci. Ah, vous voulez pas livrer l'argent? Je vais poser plein d'autres bombes. Alors côté police, oui, la mission Train de la Mort a échoué, mais on comprend qu'on a sûrement affaire au même type qu'il y a 4 ans. Alors on le surnomme avec un nom de code, Dagobert, qui en allemand correspond à Picsou. Et les policiers n'en savent rien, mais c'est vraiment pas un bon move puisqu'ils vont contribuer à la création d'une légende. Dès que la presse entend parler du mystérieux Picsou qui rançonne de riches entreprises, et ben ça devient une petite sensation dans tout le pays. Arnaud il plaît bien aux gens, non seulement parce qu'il est visiblement très intelligent, mais surtout parce que dans ses instructions à chaque fois, il met un point d'honneur à dire qu'il veut éviter à tout prix de blesser quiconque. Et ce qui fascine encore plus les gens, c'est que ce braqueur mystérieux, il est extrêmement poli. En fait, des fois, il donne rendez-vous à de nouvelles sociétés après les avoir menacés de faire péter leur bâtiment, et finalement le jour J il se pointe pas. Alors c'est pas les policiers qui arrivent à saboter son plan, c'est juste lui qui a un empêchement quoi. Comme si vous alliez pas à votre rendez-vous chez le dentiste. Mais à chaque fois, Arnaud, grand gentleman, envoie une note manuscrite à l'entreprise dans laquelle il s'excuse de ne pas être venu et il la signe Picsou. Et ça, le public allemand, il adore. Alors que à la base, ça reste quand même un type qui pose des bombes et qui demande de la thune. Hein, bon. Aux yeux du public, il devient une sorte de Robin des Bois qui vole aux riches pour redistribuer à lui-même, pour le coup. Voilà, pour la part de luxe et la Merco. Y a pas, le peuple, il voit pas 1 euro. Bref, Arnaud devient tellement connu qu'il rentre dans la pop culture. Dans les quiz à la télé, il y a des questions sur lui, il y a des musiques, des téléfilms qui lui sont dédiés. Et il y a même des entrepreneurs malins qui font du merch sur lui et ça se vend de fou. Alors évidemment, côté police, on n'apprécie pas du tout la tournure que prend l'affaire. Comment ça, les Allemands idolâtrent un mec qui est un dangereux criminel et qu'on n'arrive pas à choper quoi? C'est humiliant pour eux. Alors ils emploient les grands moyens et ils mettent en place une unité spéciale qu'ils appellent la Task Force Picsou.
C'est flingué. Cette unité, elle rassemble plein de spécialistes qui sont censés retrouver ce mec et enfin le foutre en prison. Et aussi, pour compliquer la vie à Arnaud, on promet 100 000 € à quiconque lâchera une info menant à sa capture. Alors les semaines passent, là cette nouvelle unité, ils se mettent tous au charbon et tout, il se passe que dalle, voilà, rien, pas un indice, pas une piste. La rumeur court même que Picsou serait en fait un ancien flic tellement il a réussi à ne laisser aucune trace. Les policiers, eux, ils commencent à se demander si au contraire c'est pas plutôt un groupe de véritables professionnels, des sortes d'activistes anticapitalistes qui rôdent en Allemagne et qui seraient super bien organisés. C'est Arnaud! Il voulait juste faire des caricatures à la base, mais vous lui avez fait peindre des capots. Il a pété les plombs. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est devenu un héros du peuple qui incarne un perso de BD qu'il a toujours trouvé cool en plus. Alors la police, elle met de plus en plus de moyens en œuvre. Ils ramènent des anciens traqueurs de terroristes, des négociateurs, des détectives privés, et même des astrologues et des médiums pour essayer de tirer quoi que ce soit. Mais fini les conneries, la police a enfin un plan. Ils vont le provoquer à travers un article de presse, dans lequel ils vont concrètement écrire un message à Arnaud qui est le suivant. Eh Arnaud, ici on est sûr que t'as même pas les couilles de faire péter une bombe en plein jour. Il a pas les couilles. Il a pas. Mais Arnaud, c'est un professionnel. C'est pas du tout le genre à rentrer dans un concours de beats comme ça. Il met une nouvelle bombe au point, directement après avoir vu cet article. Alors celle-ci, il l'a fait extrêmement petite pour être sûr de faire aucun blessé, parce qu'il sait qu'en plein jour, il y aura sûrement des gens aux alentours. Il l'a fait éclater en plein jour dans un des ascenseurs d'un magasin Karstad, mais manque de bol, 2 employés se retrouvent légèrement blessés à cause de l'attaque. En apprenant ça, Arnaud, il est furieux, et il répond aussi, lui, à travers la presse. Il écrit un article dans lequel il dit « Voilà ce que font la police. Ils jouent avec vos vies. Le peuple allemand adore. » Tous les Allemands soutiennent Picsou, ils se mettent à insulter les policiers en leur disant qu'ils sont trop cons, que c'est des incompétents, des dangers publics, alors que c'est Picsou qui pose des bombes, putain les gars, oh. Bref, de son côté, l'entreprise Karstad en a marre de se faire bomber la gueule, là c'en est trop, donc elle met la pression à la police pour qu'ils réorganisent une remise de rançon, mais cette fois, les policiers sont déterminés à coincer Picsou. Cette fois, ils demandent à la police de déposer le sac d'argent au fond d'un bac rempli de sable sur un chantier en dehors de la ville. Les policiers s'exécutent, ils rapportent le sac rempli d'argent, ils le déposent comme prévu au fond du bac à sable, et ils mettent toute la zone sur surveillance. Il y a des flics de partout et ils ont même installé des détecteurs de mouvement partout dans le chantier pour être sûr que si un type se pointe, il y a des alarmes. Cette fois, c'est impossible de le louper. Le setup est parfait, tout le monde est sûr de lui mettre la main dessus. Et pourtant, les heures passent et personne n'aperçoit Picsou. Par ennui, un des flics décide d'aller prendre des nouvelles du sac d'argent qui attend au fond du bac à sable. Et quelle fut sa surprise en constatant qu'il avait disparu. Ce jour-là, les policiers vont découvrir une fois de plus que Picsou est plus fort qu'eux puisqu'elle a mis au point un nouveau stratagème pour récupérer le sac, à savoir creuser un tunnel en dessous du bac à sable jusqu'à atteindre le sac. Il savait que la zone était quadrillée, donc il s'est dit bah on va passer par en dessous. Des manigances de ce style, Picsou il va en sortir plein. Une fois, il va demander aux flics de jeter l'argent dans une bouche d'égout, tout en calculant que le courant finirait par l'emporter dans une section précise des égouts. Malheureusement, la seule fois où il tente cette nouvelle méthode, il y a un orage de fou à Berlin, et une fois dans les égouts, non seulement il arrive pas à récupérer le sac, mais en plus il est à 2 doigts de se noyer le con. Mais Gogo Gadget au sous-marin. Et oui, plutôt que de retourner dans les égouts et de galérer à trouver le sac au péril de sa vie, il met plutôt au point un mini sous-marin télécommandé. Les gars, c'est incroyable de designer un truc pareil dans les années 90. Pourquoi il est pas juste à aller rejoindre les services secrets allemands? Je sais pas moi. Une autre de ses inventions, vous allez voir, il est beaucoup dans le télécommandé, c'est son petit kiff. C'est un mini wagon télécommandé. Il va le garer dans une gare désaffectée sur les rails, hop, et il va dire à la police de poser l'argent dessus. Les policiers doivent ensuite appuyer sur un bouton et le truc se barre à toute vitesse sur les rails très loin d'eux. Mais évidemment, les flics sont pas cons, ils ont pré-shot le truc et donc ils vont suivre le mini wagon avec des voitures et même des hélicos, histoire de choper Picsou quand il tentera de récupérer l'argent qu'il y a sur le mini wagon. Mais comme d'hab, il a tout prévu. C'est presque fatigant. En fait, il a relié des pièges tout au long des voies que le mini-wagon emprunte. Dès que le wagon passe dans un de ces pièges, il actionne des câbles qui sont reliés à des boîtes de pétards qui se mettent à péter dans toute la forêt. Sauf que les flics, ils croient à une embuscade. Je vous rappelle qu'ils pensent que c'est une organisation de fous derrière ça. Ils savent pas que c'est Picsou, le mec nul en caricature. Donc tout le monde panique, tout le monde passe en mode défense et le train continue son chemin sans être pris en filature par les flics et donc Picsou à l'arrivée peut récupérer l'argent tranquillement. Bon les amis, il va falloir des renforts là si on veut le coincer. À ce stade, la police estime que la traque de Picsou lui a déjà coûté 20 millions d'euros. Déjà que c'est la honte nationale depuis 2 ans, en plus de ça, ça leur coûte cher cette merde là. Ils ont tellement pas de pistes qu'ils finissent juste par enquêter sur l'entièreté des Berlinois quoi, ils y vont au pif. Ils poussent plus de 3000 pistes différentes, ils interviewent plusieurs centaines de personnes, tout ça toujours sans la moindre piste, le moindre indice. Mais une personne va changer la donne. Cette personne, elle s'appelle Brockman et c'est une policière experte en psychologie, ce qui va quand même nous changer des voyants et des médiums. Et elle, très vite, elle comprend à qui elle a affaire. Elle voit que c'est quelqu'un qui prend plaisir à se jouer de l'autorité et donc que c'est quelqu'un qui a une certaine frustration, probablement à une non-réussite professionnelle. Bref, pour elle, c'est quelqu'un qui veut juste se prouver quelque chose. Selon elle, il faut juste arrêter de vouloir être plus malin que lui. Fini les histoires de mettre des faux billets dans le sac, à un moment la police ils ont même tenté de mettre une bombe dans le sac
bague pour le blesser, machin, bref, que des bêtises. Selon elle, il faut juste parler à ce mec, faut engager la discussion. Et faut qu'elle dure assez longtemps pour finalement pouvoir lui mettre le grappin dessus. C'est l'approche la plus maligne qu'on ait eue là depuis le début de cette histoire, depuis plusieurs années en fait. Merci Madame Brockman. Elle rassemble absolument toutes les infos qu'elle a sur Picsou et elle comprend qu'il faut frapper sur son mode opératoire. À chaque demande de rançon, Picsou utilise une cabine téléphonique pour donner ses instructions. Brockman fait donc une cartographie de toutes les cabines téléphoniques de Berlin, soit plus de 10 000 cabines, qu'elle va faire garder par plus de 3000 policiers. Elle les dispatche dans Berlin de façon à ce que n'importe quelle cabine puisse être atteinte par un policier en moins de 3 minutes. 3 minutes, c'est donc le temps qu'il faudra garder en ligne Picsou pour le coincer lors d'un appel. Et là, bah écoutez, c'est échec et mat, hein. Picsou appelle pour donner des instructions concernant la rançon. Le négociateur au bout du fil, il fait semblant de pas comprendre ce qu'il dit, d'avoir des problèmes de ligne, etc. Et il le garde en ligne assez longtemps, non pas pour aller le choper directement à la cabine, mais pour récupérer l'adresse de la cabine depuis laquelle il appelle. Les policiers rejoignent donc la cabine téléphonique, ils demandent à tous les gens aux alentours une description du type qui vient d'appeler depuis cette cabine, ils obtiennent comme ça un portrait robot, et en prime la description d'un véhicule. Une certaine voiture blanche de location avec un homme qui apparemment avait l'air très nerveux au volant. Quelques minutes plus tard, des policiers aperçoivent dans un autre quartier une fameuse voiture blanche avec un type nerveux à bord, ils notent la plaque, et ils obtiennent un nom, Arno Funk. Il est mis sous surveillance et lors de son prochain appel, le 22 avril 1994, il est rapidement appréhendé par 2 policiers qui le suivaient à la trace. Arnaud n'oppose aucune résistance, il se laisse faire, il va même féliciter les policiers en leur disant « GG les frérots ». La nouvelle se répand et je peux vous dire que dans tous les commissariats de la ville, c'est la fête absolue. C'est la fin de 6 ans de honte et d'échec, et tout ça grâce à Madame Brockman. À l'annonce de sa garde à vue, toute la nation allemande se rassemble, non pas pour célébrer son arrestation, hein, on a quand même arrêté un mec qui posait des bombes, mais pour le soutenir. Il reçoit des fleurs de tout le pays, il y a des manifestations avec des banderoles libérées Picsou. Bref, les gens vraiment sont tristes qu'il soit fait choper. Devant le juge, Arnaud nie absolument rien, hein, il assume. Il dit que c'est l'ennui et les risques qu'il courait pour sa santé avec son ancien métier qui l'ont poussé à faire tout ça. Le tribunal le condamne à 9 ans ferme et en arrivant en prison, les frérots, c'est une star. Hein. Tous les prisonniers l'applaudissent, ils le régalent, c'est vraiment une vedette. Dans cette prison, les années passent et Arnaud il finit par recevoir une lettre. Cette lettre, c'est une lettre du magazine satirique Eulenspiegel qui lui propose un poste de caricaturiste. Et la bonne nouvelle, c'est que les juges acceptent qu'il sorte de la prison la journée pour aller bosser dans les bureaux du magazine. En 2000, il est libéré pour bonne conduite et même si on est plusieurs années après son arrestation, les policiers sont obligés d'annoncer une date de mise en liberté qui ne sera pas celle qu'ils vont respecter. En réalité, il sortira plus tôt dans le but d'éviter qu'il y ait un attroupement de la presse à sa sortie de prison ou de gens qui le starifient encore plus et qu'on voit pas un message de fou vis-à-vis de la criminalité en Allemagne. Une fois sorti de prison, Arnaud réalise son rêve. Tous les magazines du pays veulent bosser avec lui de près ou de loin et il prend son pied. Picsou a réussi à être connu avec le crime, Arnaud a réussi à le rester, cette fois grâce à son travail honnête. Il va même aller plus loin. Il va décider que tous les cachets qui toucheraient lors d'interventions médiatiques ou de participation à des jeux télé seront reversés en partie au magasin qu'il a volé. Bravo Picsou, bravo Arnaud et surtout bravo Madame Brockman, aka la seule flic qui a une idée sensée pour mettre la main sur ce criminel. Bon, est-ce que ça vous a plu? C'est touchant, non? Moi j'aime beaucoup le fait qu'il ait des problèmes de conscience quand même, à la fin des fins, et qu'il s'en sort un peu trop bien par rapport à la gravité de ce qu'il a fait. Lui-même il sait. C'est marrant, à chaque fois je me dis comment ça se fait que des gens aussi smart ils aient eu besoin de tomber dans le crime, alors qu'au final le crime les a poussés à faire des trucs tellement ouf qu'avec ces trucs tellement ouf ils auraient pu trouver un taf réglo quoi, et avoir une vie plutôt tranquille et heureuse. Bref, je me gratte le crâne, regardez, je réfléchis, je me gratte le crâne. Je suis un cartoon, ça y est, je suis devenu Picsou moi aussi. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, à toutes les squeezos. Ouais, je suis votre oncle malaisant maintenant, c'est bon.